Bonjour à tous et bienvenue. Alors on va démarrer cette vidéo tout de suite, pas besoin d'intro, on va parler directement du Bitcoin et j'ai eu un petit commentaire sur la vidéo de lundi qui me disait bonjour, tu te risquerais à analyser l'Ethereum. Alors oui, je m'y risquerais pour la simple et bonne raison que analyser, ce n'est pas donner une opinion, d'accord? Analyser, c'est justement faire la différence entre les faits et les émotions, et le but, c'est justement de pouvoir se positionner d'un point de vue rationnel. Donc mon analyse n'engage que moi, mon analyse est basée sur des éléments que je vous partage, pour que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants, que vous puissiez être autonome dans votre prise de décision, et pour que vous compreniez un petit peu mes biais. Alors forcément, comme tout humain, je suis biaisé, je n'ai pas d'Ether, donc je suis moins biaisé sur Ether que sur d'autres crypto-monnaies, mais évidemment, je suis biaisé, j'ai un comportement sur le marché qui fait forcément que je prends des positions en fonction de mes opinions, et donc évidemment, c'est quelque chose que je dois vous dire pour que vous sachiez si oui ou non vous voulez vous positionner à votre tour. Alors déjà, on est sur Bitcoin. On va parler un petit peu de Bitcoin parce que c'est quand même lui qui lead le marché. Lundi, on était ici, hein, je vous parlais, je m'étais risqué justement à utiliser le mot de bottom parce que effectivement, je vous avais parlé de cet order block qui avait été notre point de départ sur l'expansion haussière qu'on avait eu début juillet, suite à ce triangle de compression qui avait duré quand même un bon moment, hein, ça avait duré de mi-mai jusqu'à mi-juillet globalement. Donc 2 mois de compression, une expansion haussière, un order block, c'est-à-dire ici on a eu vraiment un échange entre main forte, main faible, avec les mains faibles ont vendu et les mains fortes se sont gavées, ont accumulé ici des crypto-monnaies. Ça s'est vu ici sur Glassnode, juste là, hein, vous voyez, donc ici c'est l'order block dont je vous parlais, on a eu ici des zones d'accumulation, vous voyez ici les couleurs rouges qui montrent qu'on a eu beaucoup d'échanges d'achats et de ventes, donc ici sur cette montée-là, on a eu beaucoup d'achats et de ventes, vous voyez que les lignes ne sont pas encore éclaircies, ne sont pas encore devenues bleues, et donc ça veut dire que les personnes qui ont acheté ici n'ont pas encore vendu, et forcément, si vous regardez un petit peu sur la droite de l'écran, vous voyez qu'on est en train de faire la même chose. Ici, on est en train de recréer ce qu'on avait pu créer ici, ce qu'on avait pu créer ici ou ici, c'est-à-dire des zones sur lesquelles on a des personnes, des gros portefeuilles qui se positionnent lourdement, hein, parce que ici, quand vous avez des lignes qui sont relativement bien orange ou rouge, ça veut dire que vous avez des gros portefeuilles, des grosses sommes qui sont achetées, et donc là, ici, sur ces niveaux-là, on a des gros portefeuilles qui se sont positionnés. Alors, je vous en avais parlé, hein, on a eu le comportement similaire en 2020 avec une expansion haussière au début de l'été, une stagnation durant l'été avec des prises de stop à droite à gauche, etc., un comportement un peu erratique, puis un retour sur les niveaux de prix de juillet sur début septembre pour que justement les grosses mains, les gros portefeuilles, Wall Street et compagnie puissent racheter au prix qu'ils avaient laissé en juillet. D'accord, donc ici c'est exactement ce qu'on a eu, on a justement un gros support qui est en train de se dessiner en daily sur les corps de bougie, donc il est là, hein, vous le voyez, il est à 108 200, on avait eu 3 clôtures ici sur ces niveaux-là, et vous voyez que là, c'est exactement les niveaux qu'on est en train de tenir. Donc ici, 108 200, c'est un niveau d'achat, un très bon niveau d'achat qui est considéré par les gros investisseurs. Donc on a eu quelques bougies en dessous. Honnêtement, c'est possible qu'on revienne faire ici une clôture, par exemple ici, avec, voilà, vous voyez, une bougie qui viendrait faire en dessous de ces niveaux-là. Faut pas forcément paniquer, il faudra vraiment regarder la clôture. Une clôture, tant que j'ai pas une clôture en dessous des 108 200 et a fortiori en dessous des 107 200, je paniquerai pas, voilà, parce que c'est possible que j'ai utilisé le mot de bottom, alors forcément vous allez me dire c'est un peu audacieux de dire ça, mais je vous vois venir, hein, ici vous avez été nombreux à rentrer ici, donc maintenant le marché il va très fortement, même si c'est effectivement notre bottom, il va faire un W, d'accord, donc ici vous allez potentiellement avoir un niveau d'achat. Comme d'habitude, on trace les 0,618 de Fibo. Donc ici, si on regarde, voilà, on serait entre les 109,3 et les 108 et les 108,5. Donc ici, on peut très facilement venir se reloger ici sans problème, sans alerte, d'accord? Donc vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai placé mon W ici. Donc honnêtement, pour le moment, tout se passe
comme prévu, donc c'est très bien. Si on a un niveau, on retourne dans cette zone-là pour des achats long terme, ça peut être un bon moment de se repositionner d'un point de vue technique, parce qu'on aura une belle localisation, on aura une structure qui commencera à être intéressante, hein, si jamais justement on retourne ici, puis on commence à faire des petits signes de force, hein. Des W dans des W, c'est ce qu'on veut voir. Donc typiquement quelque chose comme ça, hop, avec un petit W, hop, voilà, ici par exemple on pourrait se positionner juste là. Alors forcément ça c'est un peu la configuration idéale, hein. C'est possible que on vienne à peine chercher les 618 et boum on reparte à la hausse. C'est presque le plus probable, parce que vous savez que Bitcoin, il laisse rarement des deuxièmes chances aux personnes pour se repositionner. Donc ici, évidemment, c'était une bonne zone pour se positionner pour ceux qui achètent les localisations uniquement. C'est un petit peu risqué, mais ça se joue. Donc on a des choses qui sont très intéressantes au niveau des ETF. Donc là, on a eu une belle journée sur la journée d'hier avec 289 millions de dollars d'inflow sur BlackRock, hein, donc ça fait 300 au total. Moi je regarde vraiment BlackRock parce que c'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps sur les ETF Bitcoin. On regardera ensuite la totalité sur les Ethereum, sur l'Ether, mais vous voyez également ici sur le Whale SOPR, donc vous voyez cette courbe là, on est venu la reset complètement. Ça c'est une courbe que je regarde régulièrement, ça veut dire est-ce que les baleines prennent des profits ou non. Ici ça nous indique si les gros portefeuilles prennent des profits. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des spikes, c'est généralement pas bon signe, hein. Ici on avait eu un spike pile poil sur le top, ici on avait eu un spike pile poil sur le top, ici également. Donc là, d'avoir reset un petit peu cet indicateur, c'est pas mal. Ça veut dire que les baleines ici ont pris les profits qu'elles voulaient prendre et que maintenant elles vont sûrement commencer à réaccumuler. C'est exactement ce qu'on a vu, hein, sur le Glassnode Cost Basis Distribution Heatmap. Donc vous voyez ici sur cet indicateur qu'on a une ligne rouge, etc. Donc ici c'est quand même une grosse zone d'accumulation. Il y a des gros portefeuilles qui défendent cette zone. Donc si vous avez envie d'acheter sur les niveaux des gros portefeuilles, c'est généralement une bonne idée. Donc évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon opinion et mon analyse. Donc ici au niveau de Bitcoin, je vous rappelle qu'on rentre dans une saisonnalité qui est très intéressante, hein, entre le mois de septembre et le mois de décembre. Généralement on a des bonnes performances sur Bitcoin, on est également au niveau macroéconomique sur des bonnes données, des bonnes prévisions, notamment sur le fait que ici, on a eu des mauvaises nouvelles qui du coup deviennent des bonnes nouvelles pour nous, des mauvaises nouvelles sur l'emploi. Donc l'emploi aux États-Unis, on a créé moins d'emplois sur l'été aux États-Unis. C'est une mauvaise nouvelle pour l'emploi, c'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis, c'est une mauvaise nouvelle pour la Réserve fédérale américaine, mais c'est une bonne nouvelle pour les marchés financiers, puisque donc une économie qui ralentit dans une certaine mesure, hein, évidemment si on a une grosse récession, une grosse crise, c'est pas bon pour les marchés, mais tant que c'est relativement maîtrisé, vous voyez que là c'est pas non plus la débandade, hein, on a une baisse, mais c'est pas non plus terrifiant. Donc on regardera aujourd'hui, on a des informations qui vont nous arriver sur les créations des emplois non agricoles et sur l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc là, à 14h30, il faudra regarder ce qui se passe. Si on a une baisse des créations d'emplois, si on a moins que ce qui est prévu, hein, je vous rappelle qu'ici on a les données du précédent chiffre et les prévisions. Donc ici, on prévoit 230 000 inscriptions au chômage aux États-Unis. Donc ici, si on est à moins, ça voudra donc dire qu'on a moins créé d'emplois aux États-Unis que ce qu'on avait prévu de créer. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque en fait, ça va forcer la Réserve fédérale américaine, dans la mesure où l'inflation est maîtrisée, hein, vous voyez que l'inflation est aux alentours des 2%, ça va forcer la Réserve fédérale américaine à baisser ses taux. Et vous voyez, hein, dans la vidéo de lundi, je vous affichais ici une probabilité de 87% d'avoir une baisse de taux sur la prochaine réunion, hein, qui aura lieu du coup le 17 septembre 2025. Vous voyez que on avait 87% et la probabilité est montée quasiment à 98%. Hein. Donc maintenant, il y a quasiment aucun doute sur le fait qu'on aura une baisse de taux sur la prochaine réunion, donc 25 points de base de baisse, hein. Je vous rappelle qu'actuellement on est sur des taux de 4,25, 4,50%, et donc on passerait sur des taux directeurs à 4%, 4,25%. Donc ici ça c'est une très bonne nouvelle puisqu'on démarre un cycle de baisse de taux, donc vous voyez qu'ici
le cycle de baisse de taux est un petit peu violent, hein, sur les prévisions. C'est possible que ça se calme. Je pense pas qu'on ait 1, 2, 3, 4 baisses de taux d'ici le printemps de 2026, hein, ça fait presque une tous les 3 mois. Mais d'avoir une courbe comme ça de baisse de taux, c'est très positif parce que ça va ramener de la liquidité sur les marchés, ça va amener des prévisions positives, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir s'endetter un petit peu plus, vont pouvoir avoir un retour sur capitaux propres qui sera plus intéressant, et ça va forcément amener plus de liquidité sur les marchés actions, puisque actuellement, forcément, quand vous avez des taux qui sont élevés, prendre 4% de taux d'intérêt sur des obligations d'État garanties, vous avez peut-être pas envie de vous embêter la vie avec justement les marchés financiers, etc. Alors certes, vous allez pouvoir prendre du 10% en moyenne, du 8 à 10% brut, sauf que prendre 8 à 10% brut alors que vous pouvez prendre 4,5% sur quelque chose qui est absolument sans risque, forcément c'est pas forcément très très intéressant. Donc vous allez avoir une forte pondération en obligations sur vos portefeuilles. Et si petit à petit les taux baissent, que vous vous retrouvez avec un taux à 3%, entre 3% et 9%, vous vous dites, j'avais peut-être une répartition 60-40 avec 60% obligations, 40% actions. Je vais peut-être faire l'inverse, voire un 70-30, 70% actions et 30% obligations, parce que les obligations me rémunèrent absolument pas. Donc ça, c'est pour ça que c'est très positif d'avoir un rythme de baisse de taux, et surtout, donc des taux qui baissent, mais également des taux qui sont prévus de continuer de baisser. Donc c'est-à-dire la prévision de baisse est presque plus importante que le fait d'être bas. Donc ça c'est très important, et c'est les bonnes nouvelles, hein, qui sont des mauvaises nouvelles d'un point de vue économique, mais qui sont des bonnes nouvelles d'un point de vue financier. Donc ici, au niveau du P-Cycle Top Indicator, donc moi je le regarde toujours, honnêtement, je sais pas si beaucoup de monde le regarde, mais il avait été très très pertinent depuis l'histoire de la cotation de Bitcoin depuis 2011. Donc ici, vous voyez que à chaque fois, ça nous donne le top quand on a un croisement entre ces deux courbes, la courbe jaune et la courbe verte, et là on est toujours très loin, donc potentiellement on n'est pas sur notre top de cycle d'après cet indicateur. Je le surveille parce que ça m'intéresse de voir si sur ce cycle il va marcher. Sur le précédent, beaucoup de monde disait qu'il allait pas marcher, puis finalement il a quand même relativement bien marché, hein. Si on compte pas cette deuxième partie de cycle, ici vous auriez vendu à 63 000 $, ce qui est globalement quasiment l'ATH, hein. On a fait 67 000 en novembre 2021, mais ici si vous aviez tout vendu ici, vous vous en tiriez quand même plutôt pas mal. Moi c'est quelque chose que je vais surveiller. D'un point de vue de Google Trends, on a toujours personne, hein, sur le marché crypto. On joue entre insiders, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà dans la crypto, se battent les uns contre les autres, mais on n'a pas d'argent frais. Et ça pourrait arriver justement avec ce rythme de baisse de taux et cette augmentation de la liquidité. Donc ici, au niveau du Fear and Greed Index, on est à 51%. Ça également, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a un peu des personnes qui sont abattues, hein, quand même. On est à 51, on est pratiquement dans la peur, hein. Là, on est neutre, mais on est pratiquement dans la peur. On l'était il y a de ça quelques jours. Lundi, quand j'enregistrais la vidéo, on était dans la peur. Donc ici, c'est positif, hein. On est venu carrément chercher 39% de Fear and Greed Index. C'est quand même plutôt positif. Ça veut dire qu'on a un peu rincé tous les espoirs. Au niveau des liquidations, donc on a un gros niveau, hein. On en parlait sur l'analyse technique, mais ici, ce niveau de support et au niveau des clôtures, mais ici, ce niveau de support en dessous des mèches. Donc, vous voyez qu'on a eu pas mal de mèches au niveau des 107.2. C'est quelque chose qu'on retrouve ici sur les liquidations. Donc là, je suis sur les liquidations en weekly. Donc ici, j'ai une semaine de cotation et je vois que sur la dernière semaine, la majorité des liquidations se trouvent ici en dessous du prix. On est venu refaire un petit escalier à la hausse pour venir récupérer à chaque fois et créer de la liquidité au-dessus du prix et venir doucher tous les espoirs des shorters. Est-ce qu'on va avoir besoin de rechercher ici un peu de liquidité avant de repartir ou pas ? Honnêtement, je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse assez peu de toute façon, puisque moi je reste investisseur long terme et pas trader, donc moi j'ai une vision plutôt long terme. Je regarde évidemment le court terme pour savoir comment me positionner, si je recharge, si je vends tout ou partie de mon portefeuille, mais évidemment là pour moi c'est pas des mouvements qui m'intéressent parce que c'est des mouvements de prise de liquidité, de chasse. Donc si on va au-dessus du prix, c'est vraiment juste comme ça pour aller en petit escalier. Si on va en dessous du prix, je considère que c'est juste une prise de liquidité, donc on va vite y revenir. Donc c'est pas quelque chose qui va déterminer une stratégie d'achat ou de vente pour moi.
Ici, vous voyez que globalement, sur le long terme, hein, ici, je suis sur un mois de cotation et je regarde les liquidités. J'ai mes gros supports ici aux alentours des 90, 93 kilos. Donc ici, c'est quelque chose qu'on avait vu, hein. Ici, on avait eu des grosses zones d'achat. Ici, justement, sur les 93, 95 000 $. Vous voyez que les lignes restent jaune-orangé ici. Ça veut dire qu'ici, on a toujours des personnes qui sont positionnées. Elles n'ont pas encore vendu. On a des petites lignes qui montent, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, des sortes de comme des petits escaliers, etc. Ça veut dire que les personnes continuent à acheter en suivant le prix. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que les acheteurs soutiennent le prix. Et ils trouvent pas que c'est cher, ils continuent d'acheter, ils considèrent que ça reste toujours bon marché d'acheter sur ces niveaux de prix-là. Donc ça, c'est plutôt positif également. Vous voyez que l'euphorie sur les altcoins, donc là les taux de financement sur les altcoins, vous avez une ligne par crypto, Bitcoin, Ethereum, et après vous avez d'autres altcoins. Vous voyez qu'ici on est dans le vert, dans le bleu, etc. Donc ça veut dire que ici il n'y a aucun espoir, hein. Vous avez, si vous achetez ici des altcoins, vous achetez à des prix très intéressants puisque vous achetez la peur. Vous vous rappelez du vieil adage dans les marchés actions, acheter la peur et revendre l'euphorie. Bon ben là évidemment là vous achetez la peur, hein, ça sans nul doute. Au niveau de l'order flow, ici vous avez sur Bitcoin, bon bah vous avez ici une courbe qui est relativement belle, avec ici des taux de financement qui continuent de baisser, hein. Donc ici c'est parfait. Cette dynamique-là, elle est top parce que ça veut dire que vous avez globalement, même ici sur cette petite remontée du prix, vous n'avez pas une euphorie incroyable qui est en train de se manifester. Ici, vous avez des taux de financement qui restent stables. Donc ça veut dire que les personnes ne croient pas dans ce rebond. Les personnes pensent que ce rebond, c'est juste un dead cat bounce, donc potentiellement, voilà, un top local. Donc à voir. De mon côté, justement, je pense que la foule a tort. Donc si ici on a une stagnation de l'open interest et une baisse des funding, moi je pense que le plus probable, ça reste d'avoir plutôt ce genre de scénario-là, avec ici un second creux plus haut que le précédent et un W qui viendrait à se former juste là. Ok ? Au niveau des indicateurs on-chain, donc ici vous voyez qu'on a une courbe qui tend à se compresser sur les inflows des ETF Bitcoin. Donc c'est des choses qu'on avait pu avoir par le passé, hein. Généralement ça arrive justement sur des bottoms locaux, hein. On n'a plus d'entrée, plus de sortie. Bon bah les personnes sont un petit peu attentistes. Donc ça c'est pas forcément un problème. Il faudra regarder surtout si on a une direction qui reprend, c'est-à-dire est-ce qu'on a beaucoup de sorties qui vont arriver ou beaucoup d'entrées qui vont arriver. Ça nous donnera une première indication sur la suite à venir. Je dois quand même vous mentionner ici au niveau des long-term holders que la position nette des long-term holders est plutôt à la vente. Donc ici, on avait une réaccumulation ici sur ces niveaux-là, sur l'augmentation globalement entre, vous voyez ici, entre les 80 et les 110 000 $. On avait eu une augmentation des positions. Et là, globalement, les holders de long terme sont en prise de profit. Et ça se voit également sur cette courbe-là. C'est-à-dire que ici, vous avez en bleu sur le dessus la courbe de la supply, donc du stock de Bitcoin détenu par les holders de long terme. Et ici, en rouge, vous avez la supply détenue par les holders de court terme. Et vous voyez que les holders de court terme tendent à accumuler. Donc ça, c'est forcément le pendant de la courbe qu'on vient de voir, puisque vous avez forcément beaucoup de personnes qui achètent de court terme, et donc les holders de court terme achètent aux holders de long terme. Donc ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est même plutôt une bonne nouvelle, puisque globalement, les hausses un peu paraboliques se font avec de l'argent frais. Donc il faut que des holders de court terme disent que c'est un bon prix, ils ont envie de se positionner et donc ils commencent à acheter. Et donc ça, avoir un début de courbe comme ça, c'est plutôt positif. On aimerait voir cette courbe qui viendrait à exploser comme on a pu avoir ici en 2020-2021 ou vraiment le climax qu'on avait pu avoir sur le cycle de 2016-2017. Au niveau des terres, bon ben voilà, on va commencer l'analyse rapidement. Vous avez eu ici une grosse zone d'accumulation qui était très intéressante, sur lesquelles se positionner, hein, juste là au niveau des 2600, etc.
de l'Ether à 2600 $. Hein, si on retourne sur la courbe de l'Ether, à l'époque, on était juste là. Hein, vous voyez ici, on était juste ici. On a eu une grosse zone d'achat. Donc après cette zone d'accumulation, on a eu ici le classique, hein, la déviation, la chasse au stop. On vient récupérer toutes les liquidités qui sont en dessous. Ici, on a des très gros portefeuilles qui se positionnent et qui poussent le prix fortement à la hausse. Puisque une fois que toute la supply a été achetée et que les portefeuilles se décident à stocker, et forcément on se retrouve avec ce qu'on a eu ici, c'est-à-dire une grosse expansion haussière. Vous avez ici eu un petit peu de vente, hein, quand même sur cette hausse un peu parabolique, mais vous voyez que ici on a toujours une position qui est tenue. Vous avez ici des petites lignes comme je vous parlais sur Bitcoin. Ça veut dire que on a des personnes qui continuent à acheter malgré ces prix-là. Et ici, surtout, on n'a pas ce qu'on avait pu avoir ici sur Bitcoin. Alors, je vous remontre le graphique. Alors, je vais vous le montrer sur une année parce que ça commence à dater. Mais vous voyez ce qu'on avait eu ici, un prix bloqué par un mur de vente. Bon, ça, effectivement, ça nous annonçait une grosse distribution. Et ensuite, on a eu la distribution qu'on a connue avec les droits de douane de Trump qui se sont rajoutés à tout ça. Enfin, bref. Donc ici, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que justement ici, on n'a pas une zone de distribution énorme où on a des gros portefeuilles qui se décideraient à vendre en masse. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire qu'on a potentiellement du jus pour aller plus loin. Au niveau des profits réalisés, donc ici, sur ce cycle, on commence à réaliser des profits, hein, on va pas se mentir. Ce serait un petit peu stupide, hein, on a été à quand même des niveaux de prix qui étaient très bas. On a été à 1500 $ pour un Ether, on arrive à 4000, évidemment, vous prenez des profits. Et comparativement à ce qu'on avait pu avoir ici sur le cycle précédent, vous voyez que c'est des profits qui restent mesurés. Et donc ça, c'est positif également, ça voudrait dire qu'on aurait du jus pour aller chercher un peu plus loin. Moi, quelque chose que je regarde, c'est l'indicateur NVT de chez Glassnode, hein, le Network Value to Transaction Signal. Et vous voyez que globalement, quand on a ici des points bas sur cette courbe bleue, sur cet indicateur, ça nous indique qu'on a des bottoms locaux. D'accord ? Donc ici, vous avez vu un bottom local, ensuite on est reparti à la hausse, ici bottom local, on est reparti à la hausse, ici pareil, ici pareil, ici pareil. Et vous voyez qu'ici on est venu chercher quand même relativement bas sur ici cet indicateur. Donc c'est plutôt positif, ça nous a évidemment permis d'aller chercher un peu haut, mais vous voyez que là, sur les derniers instants, on est venu chercher un peu bas également. Donc ici, malgré cette consolidation haute, je ne pense pas que nous soyons sur un niveau de top. Vous voyez que globalement, hein, même si on retire tous les indicateurs, vous voyez que la courbe, elle est quand même très très belle. Hein. Vous avez ici quand même des creux ascendants à chaque fois, creux ascendant, sommet ascendant à chaque fois. Vous voyez qu'ici, on arrive à tenir les supports. Donc évidemment, ici, si on regarde en plus les inflows sur les ETF, vous avez eu une courbe qui était vraiment monumentale, hein, qui a accompagné la hausse fortement. Ici, on a eu un peu de sortie sur la journée d'hier, mais globalement, hein, on a eu une semaine dernière qui a été très très haussière chez BlackRock sur les ETF Ether. Hein. Je vous rappelle que c'est très faiblement capitalisé Ethereum. Hein. Donc quand vous avez des inflows à 200, 300 millions de dollars la journée, vous pouvez vous dire que forcément, il y a un moment, il va falloir les acheter, hein, ces Ethers. Hein. Je vous rappelle que c'est tout l'intérêt des ETF Ethereum qui ont été ajoutés, c'est que c'est des ETF Ethereum spot. Ça veut dire que ici, ça doit être des Ethers qui doivent être achetés et stockés par BlackRock directement et par les autres vendeurs d'ETF. Donc ici, c'est très très positif de se retrouver avec ça. Si on bascule sur l'order flow au niveau d'Ether, en 4 heures, vous voyez qu'on a des signaux qui sont très intéressants avec également des taux de financement qui baissent ou à la limite on va dire qui stagnent hein, depuis ici, qui ont tendance à stagner, donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'euphorie, hein, et surtout on a un open interest qui baisse. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est très particulier, ça veut dire que ici on stagne, mais on a des personnes qui sortent de position. D'accord ? Et ici on a justement un funding qui est stable avec un open interest qui baisse, donc ça veut dire qu'on a des personnes qui quittent leur position, mais ça ne fait pas augmenter justement ce funding. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs.
on reste globalement assez stable. Et donc ça, c'est très positif. Alors oui, on a des supports qui commencent à se créer ici, de la liquidité qui se crée ici. Est-ce qu'on va faire ça? C'est possible, hein. Regardez, on l'avait fait juste là. On l'avait fait juste ici. Hop. Sur ce creux-là, alors c'est possible qu'on vienne refaire la même chose ici, on l'avait fait juste ici également, hein. Ether c'est un pro justement de ces chasses à la liquidité, parce que vous avez des acheteurs qui sont régulièrement assez agressifs. Donc ici, vous avez vu, c'est ce qu'on avait eu juste là, donc ça nous avait permis de liquider l'open interest, mais là on est déjà quasiment sur ces niveaux d'open interest, vous voyez. Ici, on l'avait eu également, donc ça n'avait pas rincé tant que ça l'open interest, mais on était venu récupérer la liquidité qui se trouvait en dessous. Donc c'est possible qu'on vienne faire ça, mais honnêtement, je pense que la tendance reste quand même très très positive sur Ether. On a des gros inflows, on n'a pas de sortie de capitaux, ça c'est quand même très positif, et on a toujours une macro qui reste positive, et je vous rappelle que quand on a des baisses de taux, ça bénéficie en très très grande partie aux actifs qui sont faiblement capitalisés. Parce que, évidemment, quand vous avez peu de liquidité à investir, si vous avez que 10% de votre portefeuille en actions, bah, les actions que vous allez prendre, c'est probablement plus du Nvidia, du Google et du Facebook que des altcoins, du Solana et des memecoins, etc. Donc évidemment, nous ce qu'on veut, c'est plus de liquidité pour que les personnes remplissent leur portefeuille d'actions, et qu'une fois qu'elles ont un portefeuille d'actions qui est suffisamment dense, elles se décident à prendre autre chose, peut-être du Bitcoin, peut-être de l'Ethereum et peut-être des petites cryptos. Comme elles vont prendre des actions faiblement capitalisées, etc. Je vous rappelle que le Russell 2000, donc les actions faiblement capitalisées du marché américain, se comportent de manière assez similaire au marché crypto altcoin. Donc ici, évidemment, c'est ça qu'on va rechercher. C'est plutôt très positif. Au niveau de l'USDT dominance, vous voyez que ici, on a encore du jus, hein, parce que ici, depuis globalement le 15 août, on a ici une courbe qui augmente. Donc ça veut dire que globalement, on a des personnes qui sortent du marché, qui prennent des profits, ou qui prennent des pertes, mais en tout cas qui sortent de leur crypto pour récupérer de l'USDT. Donc ici, évidemment, on a du jus pour venir chercher plus bas et donc avoir un nouveau mouvement. On est sur cette fameuse trendline qui est un peu un indicateur justement de quand les personnes semblent rassasiées en USDT et qu'on est prêt à aller chercher le prochain palier. Et donc une baisse comme ça pourrait alimenter justement le prochain rallye haussier, donc c'est-à-dire venir chercher de 4,5 points de dominance de l'USDT jusqu'à 3,5 points par exemple. Donc ici, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous rappelle que si vous avez envie d'être accompagné, si tout ça, ça a été un petit peu vite pour vous et que vous avez envie peut-être d'en savoir un peu plus, d'avoir un mentor, donc moi ou quelqu'un d'autre chez Medusa qui pourra vous aider à définir une stratégie personnalisée spécifiquement pour vous, pour votre profil de risque, pour votre portefeuille, etc. Si vous voulez créer du capital ou entretenir votre capital. Donc nous, on fait ça depuis quelques années maintenant. On a décidé de créer cette chaîne YouTube pour justement se développer un petit peu plus largement. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin d'informations, vous avez tous les liens en description, nos méthodes, etc. Donc n'hésitez pas. On est disponible également sur Telegram si vous voulez nous contacter pour échanger un petit peu, savoir si cet accompagnement peut être fait pour vous. Donc n'hésitez surtout pas et on se retrouve d'ici semaine prochaine pour une future vidéo. Voilà, je vous remercie. Au revoir.